20 années de dialogue entre Rabat et Madrid pour mettre fin à la présence espagnole au Sahara et restituer au Maroc ce qui lui appartient. Par le biais des instances internationales ou lors des négociations directes, le Maroc a proposé des formules qu'exigent le bon voisinage et les liens d'amitié séculaires qui existent entre les peuples marocains et espagnols. Alors que les hommes politiques tentent de dénoncer l'intention de l'Espagne de séparer le Sahara du Maroc, des centaines de nos frères sahraouis fuient la partie usurpée en se réfugiant dans la mère patrie, manifestant par là leur marocanité. Devant la gravité de la situation, le souverain s'adressa à la nation le 8 juillet 1974. Sa Majesté le Roi annonce la mobilisation à l'intérieur et à l'extérieur pour récupérer nos territoires encore sous domination espagnole. Cette année, devait préciser le souverain, sera celle du parachèvement de notre intégrité territoriale. Sa Majesté le Roi a reçu plusieurs délégations représentant les tribus sahraouis. Les membres de ces délégations ont renouvelé leur attachement au Maroc, à son souverain et au trône alaouite. Ils se considèrent mobilisés derrière Sa Majesté Hassan II jusqu'à la réunification totale du pays. La mobilisation du peuple se manifeste autour de Sa Majesté Hassan II. Le souverain a reçu les membres des partis politiques, ceux du gouvernement. Au centre des audiences royales, le Sahara marocain et une campagne d'explication de la position marocaine dans cette affaire à tous les pays frères et amis, proches ou lointains. Sa Majesté le Roi a chargé des ministres, des ambassadeurs et des représentants des partis politiques d'une mission auprès de plusieurs chefs d'État d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Les émissaires royaux devaient remettre aux dirigeants de ces pays des messages personnels du souverain et des documents irréfutables selon lesquels le Sahara est marocain. Pour corroborer ce fait, le secrétaire général du PUNS, le parti de l'Union nationale sahraoui, arrive au Maroc en compagnie de 2 membres du comité exécutif du parti. Lors de l'audience que Sa Majesté leur a accordée, ils ont réaffirmé au souverain leur mobilisation totale et annoncé au monde entier la marocanité de toutes les tribus sahraouis décidées à tout sacrifier jusqu'à la libération totale. La solidarité populaire apparaît de nouveau comme au cours de certaines années passées. Des manifestations de soutien populaire à Sa Majesté ont eu lieu à travers tout le pays. Fidèle à ses principes de voisinage, le Maroc décide d'informer l'Algérie et la Mauritanie de sa position claire et nette dans cette question. Lors des rencontres tripartites d'Ifrane, Nouadhibou et Agadir, l'Algérie a toujours déclaré officiellement qu'elle n'a aucune revendication territoriale au Sahara occidental. Le Maroc et la Mauritanie conjuguent leurs efforts dans la lutte pour la décolonisation du Sahara. De multiples rencontres ont lieu entre Sa Majesté le Roi et M. Mokhtar Ould Dadda. Sa Majesté Hassan II a informé le secrétaire général des Nations Unies, M. Kurt Waldheim, du développement de la question du Sahara et des intentions de l'Espagne de séparer le Sahara du Maroc. L'une des préoccupations majeures nationales a été l'affaire du Sahara. La position du Maroc et ses revendications ont été à maintes reprises définies et justifiées devant toutes les instances internationales. Organisation des Nations Unies, Sommet arabe et islamique, Organisation de l'unité africaine, la Ligue arabe, les pays non alignés et tous les pays épris de justice et de paix. Au mois de mai 1975, la mission spéciale des Nations Unies arrive au Maroc. Cette commission est dépêchée par la plus haute instance mondiale afin de se rendre compte sur place des revendications légitimes du Maroc. Les membres de la délégation onusienne ont rendu visite aux nombreux réfugiés installés dans les camps au sud du pays en attendant la libération totale du reste de la patrie et l'heure des retrouvailles avec nos frères de l'Ayoun, Smara et Dakhla. L'accueil réservé à la mission par les habitants de Zag,
Tarfaya, Tantan, Agadir et par les réfugiés sahraouis, cet accueil a prouvé, s'il en était besoin, l'entière détermination de tout un peuple à vivre dans l'unité. Les émissaires onusiens ont enregistré les revendications de nos frères réfugiés ainsi que leur sentiment de marocanité, de fidélité au trône alaouite et leur détermination à tout sacrifier pour vivre dans l'honneur et la dignité d'hommes libres. Le 17 septembre 1974, Sa Majesté Hassan II donna une conférence de presse. C'est pour ça que dans ma recherche constante et continuelle, opiniâtre, d'une solution de négociation directe, je fais à l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et à l'Espagne, par contre-coup, la proposition suivante. Vous prétendez, gouvernement espagnol, que le Sahara était res nullius. Vous prétendez que c'était une terre ou un bien qui était en déshérence. Vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir ni aucune administration établie sur le Sahara. Le Maroc prétend le contraire. Alors nous demandons l'arbitrage de la Cour internationale de justice de l'Haye. Agadir a abrité le congrès du FLU, Front de Libération et de l'Unité. L'importance acquise par ce congrès illustre tout l'intérêt qu'accorde le Maroc à la libération et à l'unité de ses territoires. En décembre 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte à une majorité écrasante une résolution par laquelle la question du Sahara marocain est soumise à la Cour internationale de justice. Le dossier marocain présenté à la Cour de la Haye est riche en documents justifiant du bon droit du Maroc et de ses justes revendications. L'Espagne était sous domination arabe depuis 8 siècles, pendant lesquels se sont succédés les dynasties almoravides, almohades, mérinides, saadiennes et wattassides. Profitant de la faiblesse des wattassides, l'Espagne et le Portugal occupent chacun une partie du territoire du littoral marocain. Les sultans alaouis assurèrent la stabilité et continuèrent à recevoir l'allégeance des tribus sahraouis. Cheikh Ma al-Ainin renouvelle la bay'a au sultan Mohammed bin Abdelrahman. Les appétits coloniaux se manifestent en 1860. La reine Élisabeth II d'Espagne lance ses armées contre le Maroc. Tétouan sera le théâtre de terribles affrontements. Un incident sans importance aux environs de Ceuta a servi de prétexte à cette invasion. La même année, une convention de paix est signée entre les deux pays. Le traité stipule le droit aux Espagnols de pêcher dans les eaux territoriales marocaines près de Santa Cruz de Marquepeña et la souveraineté du sultan sur toute la côte saharienne à l'exception du port d'Ifni. Le traité de 1862 engage le Maroc à venir en aide aux naufragés espagnols dans cette région. Les grandes puissances signataires de l'accord de Berlin ont été informées par l'Espagne de l'occupation par la force de la côte atlantique entre Cap-Blanc et Bojador. Bojador était à l'époque une province du sultan. Cheikh Sidi Birouk y représentait Moulay Mohammed bin Abdelrahman. Le
Sahara a trouvé en Hassan Ier un protecteur et un défenseur infatigable. Moulay Hassan n'hésita pas un instant pour se déplacer avec ses troupes au Sahara et repousser toute tentative de débarquement intrus sur les côtes sahariennes. La première tournée d'inspection au Sahara en 1881, la seconde 3 années plus tard. En 1876, l'anglais Mackenzie, qui s'était installé illégalement à Tarfaya, où il a monté un commerce florissant, est expulsé ainsi que ses hommes 2 ans plus tard. Mais les années difficiles s'annoncent. Par un accord signé à Madrid en 1880, les grandes puissances s'accordent le droit de s'installer au Maroc sans néanmoins toucher à sa souveraineté. Une année après, l'Espagne occupe Rio de Oro. Ce n'est qu'un protectorat, disait Madrid. La même année, la Société africaine des colonies est créée. C'est la ruée des aventuriers. Tous veulent s'installer au Maroc avec la protection des grandes puissances. Parmi eux, l'Espagnol Gatti choisit Dakhla, connu sous le nom de Villa Cisneros. Gatti y construit un complexe d'habitation en bois dans le but d'une occupation coloniale. Trois autres aventuriers sont allés même jusqu'à demander par une pétition le droit d'organiser une armée. Les autorités n'ont pas donné suite à cette requête qui s'est avérée fausse, nulle et non avenue. Toutes ces tentatives échouèrent devant la détermination et le courage des Sahraouis encadrés par le Makhzen. Des renforts sont expédiés à Cheikh Ma'lainin par Moulay Hassan pour faire face à toute tentative d'occupation au Sahara. Moulay Rachid, Moulay Ismail, Moulay Abdallah, Mohamed Ben Abdallah et Hassan Ier ont entrepris des visites dans les provinces sahariennes afin de s'enquérir sur place de la situation des sujets sahraouis. Le port de Tarfaya est restitué au sultan par les Anglais. Un accord est signé entre les deux pays en 1895 par lequel les Anglais reconnaissent que Tarfaya et tout ce qui se trouve au sud de Tarfaya sont marocains. Cette carte document nous montre le chemin emprunté par le sultan Moulay Abdelaziz entre Fès et Tarfaya, d'où il expédia les matériaux nécessaires pour la construction de Smara. C'est au début du siècle que la concurrence coloniale entre la France et l'Espagne a commencé. Voulant mettre de l'ordre dans leurs rapports, les deux pays signent en 1902 un traité mettant fin à la présence espagnole à Tindouf, lequel est repris par les Français. En contrepartie, la France accorde à l'Espagne l'occupation de Sidi Ifni et de tout le sud de Boujadour. Un accord similaire est signé de nouveau à Paris en 1904, ce qui prouve une fois de plus la marocanité de Tarfaya, Ifni et Saqiat al-Hamra. Le sultan Moulay Abdelaziz charge son ministre Ibn Aish d'une mission au Sahara en 1905. Ibn Aish entreprend son voyage en bateau jusqu'à Tarfaya, puis en caravane jusqu'à Smara, au cœur de Saqiat al-Hamra. À Smara, le ministre a remis à Cheikh Ma'lainin des daïrs nominatifs des juges et magistrats des provinces sahariennes. Ne voulant pas rester à l'écart du partage, l'empereur Guillaume II d'Allemagne débarque à Tanger en 1905. Le traité d'Algésiras, signé par les délégués des grandes puissances en 1906, reconnaît dans son principe la souveraineté du sultan sur tout le royaume du Maroc, y compris les provinces sahariennes.
L'accord franco-germanique de 1911 reconnaît lui aussi la marocanité de ces mêmes provinces. Les deux puissances coloniales arrêtèrent un plan selon lequel le Maroc comprenait une partie de l'Afrique du Nord et s'étendait jusqu'au-delà de Bojado. Devant tous les appétits coloniaux et la pression de la France, Moulay Hafid accepte le traité du protectorat signé à Fès en 1912. La France s'engageait à défendre l'unité et la souveraineté du Maroc. Un accord similaire est signé avec le gouvernement espagnol. Madrid prenait en ce sens les mêmes engagements que ceux pris par Paris. L'opération Partage intervient. Les présides, Ceuta et Melilla, les îles Jafarine, les îlots d'El Husseima et de Badès sont occupés par les Espagnols qui prennent Tétouan pour capitale. Tanger subit un ordre international. La France s'octroie la partie sud dont Rabat devient capitale. Le sud est occupé par les Espagnols. Sidi Ifni, Tarfaya, Saqiat al-Hamra avec son centre l'Ayoun et Rio de Oro dont le centre est Dakhla. L'étincelle de la lutte du peuple marocain allait prendre de l'ampleur. L'occupant est combattu partout où il se trouve. Au sud, Cheikh Ma'al-Ainin et les citoyens sahraouis. Au nord, Abdelkrim el-Khattabi et ses valeureux rifins formèrent des barricades infranchissables. Les combats durèrent jusqu'en 1934. L'unité de la nation allait se reformer. Les partis politiques se regroupèrent autour du roi, tous pour la prise de conscience populaire. L'objectif primordial, l'indépendance du pays. Les Espagnols tentèrent en 1942 de rallier leur colonie du Sud à celle du Nord, de regrouper le Sahara sous une même administration que Ceuta, Melilla, Tétouan et le reste. En avril 1947, Mohamed V lançait son discours historique depuis Tanger. Le souverain avait dit notamment « Nul droit n'est perdu tant qu'il est revendiqué ». La prise de conscience du peuple, Mohamed V l'a ranimée. L'avènement des Alaouites était l'étincelle de la libération et de la réunification. Moulay Rachid a consacré sa vie entière dans la lutte pour la défense du Maroc et de ses régions sahariennes. Cette carte document illustre la progression de l'armée marocaine lors des batailles contre les armées turques à Oujda. Moulay Rachid écrase les Dilaïyin et fait son entrée victorieuse à Marrakech avant de poursuivre sa route vers les provinces sahariennes. Moulay Ismaïl portait, dit-on, son trône sur son cheval de bataille. En grand conquérant, Moulay Ismaïl récupérait les parties usurpées et assurait au pays son unité, son intégrité et sa stabilité. Un chroniqueur européen avait écrit à l'époque que sous le règne de Moulay Ismaïl, une personne peut effectuer seule et en toute quiétude la distance séparant Oujda des frontières du Sénégal.
Parmi les coups les plus durs assénés par Moulay Ismail à l'occupant, la reconquête en 1681 de Mamoura, aujourd'hui Mehdia, point stratégique sur l'océan Atlantique. Le règne de Moulay Ismail fut le règne de la libération. Après Mamoura, l'Areish. Moulay Ismail l'a repris aux Espagnols à la suite de 8 années de dures batailles. Deux années plus tard, Assila est libéré après une lutte acharnée. Les troupes du grand monarque se dirigent vers Tanger qui était occupée par les Anglais. Les armées du grand sultan prennent ensuite la direction de Ceuta et Melilla où des batailles sanglantes les opposent aux Espagnols. Moulay Ismail a doté le pays d'une flotte et d'un équipement complet. La flotte marocaine jouait déjà son rôle important dans le développement du pays. La diplomatie marocaine a joué également un rôle important à l'époque auprès des pays européens. Des ambassadeurs sont échangés avec plusieurs pays. Le plus célèbre, Ben Aïcha, accrédité auprès de Louis XIV, œuvra inlassablement pour le développement des relations avec la France, cependant que nos relations diplomatiques avec La Haye sont exemplaires. Le retour de chaque ambassadeur était un jour de fête dans tout le pays. Moulay Abdallah se montra un digne successeur dans le maintien de l'unité du pays. Lors de son retour d'une mission dans les provinces sahariennes, il restaure l'Aqsba d'Agadir. Sidi Mohammed Ben Abdallah assura la stabilité. Il effectue plusieurs déplacements au Sahara pour défendre cette partie du royaume. Il y envoie une armée commandée par le Mahjoub al-Qaïd qui a installé son quartier général à Saqiat al-Hamra. La flotte de Rabat et Salé doit son renforcement au même sultan. Sidi Mohammed Ben Abdallah édifia des fortifications tout le long du littoral atlantique. Anfa, connu maintenant sous le nom de Casablanca, était le point névralgique choisi par le sultan pour repousser toute attaque éventuelle. Azmour devait jouer le même rôle qu'Anfa dans la défense du pays. Le règne de Sidi Mohammed Ben Abdallah est marqué par un autre grand fait, l'expulsion des Portugais d'El Jadida en 1769 après une bataille terrestre et navale d'une grande ampleur. Le développement du commerce était une priorité des activités du sultan. Le port d'Esfi connut à cet égard une activité florissante. Sidi Mohammed Ben Abdallah construit le port de Souira qui participe au développement du pays grâce aux nombreux échanges avec l'Europe et aux caravanes en provenance des provinces sahariennes. En 1767, le sultan qui repoussa toute tentative espagnole au Sahara a signé avec Carlos III d'Espagne un traité de paix et de commerce. Une modification par Madrid de l'article 18 de ce traité amène les Espagnols à pêcher dans les eaux territoriales sahraouis et accoster sur le littoral marocain. L'anglais George Glass tente de s'installer à Khnifish. La détermination des tribus sahraouis dissipe les rêves du célèbre aventurier. La valeureuse armée de Sidi Mohammed Ben Abdallah
a constitué un obstacle majeur à toutes les tentatives d'occupation. Des navires français se heurtent à une forte défense au port de Salé et l'Araish en 1765. Sidi Mohammed Ben Abdallah ouvre des horizons nouveaux au pays. Des missions diplomatiques affluent au Maroc. La diplomatie marocaine est présente à travers les 4 coins du globe. Le Maroc n'était-il pas parmi les premiers à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis d'Amérique ? Moulay Slimane demeurera sur la même lignée que Sidi Mohammed Ben Abdallah. Il récupéra Figui, Touat et Gourara et en chassa les armées turques lesquelles occupaient l'Algérie. Les Espagnols tentèrent d'avoir l'accord du sultan pour la récupération de Santa Cruz de Marquepeña. La position de Moulay Slimane est alors identique à celle de son père. En 1799, un accord est signé avec l'Espagne, confirmant le traité de 1767 signé par Sidi Mohammed Ben Abdallah, ne reconnaissant aux Espagnols que le droit de pêche en face des îles Canaries, leur interdisant notamment de mettre pied à terre sur les côtes sahariennes. En 1830, la France envahit l'Algérie. L'émir Abdelkader fit alors appel au sultan Moulay Abdelrahman. Celui-ci met alors à la disposition de l'émir une armée entière. La bataille à laquelle elle a pris part est des plus célèbres. Isli, c'était en 1844. Les armées françaises lancent des représailles. Une bataille de grande envergure s'ensuit. Tanger et Soueras sont attaqués, mais les défenses du pays sont solides. La lutte était inégale, mais la foi en la victoire finale emplissait les cœurs des combattants marocains. L'accord de Tanger en 1844 et celui de Marnia en 1845 mettent fin aux durs combats. Pour l'occupant, Mohammed V devenait dangereux. En raison de son attitude et de son intransigeance patriotique, il est emmené en exil ainsi que toute la famille royale. Mais le peuple s'est battu pour son roi. Novembre 1955, c'est le grand retour. Tout le peuple étale son bonheur et sa joie. C'est une grande nouvelle pour le pays. Mohammed V est revenu et avec lui, l'indépendance est acquise. Le 2 mars 1956, le traité d'indépendance est signé à Paris. Désormais, le Maroc est un pays libre et indépendant. La souveraineté marocaine est reconnue parallèlement par l'Espagne. Un traité similaire à celui de Paris est signé à Madrid par le général Franco. À partir de 1958, l'affaire du Sahara prend des proportions nouvelles. Les armées françaises se rallient aux armées espagnoles pour combattre les résistants sahraouis lors de l'opération Écouvion. Le premier coup de glas pour le colonialisme en Afrique est parti de Casablanca. Lors du premier sommet africain,
Mohamed V expose les points de vue du Maroc à ce sujet et lance un appel à l'unité de tous les peuples africains. En marge de tous ces efforts politiques et diplomatiques pour le parachèvement de l'unité territoriale du pays, Mohamed V entreprit une tournée dans les provinces du Sud. Tarfaya sera restituée en 1958. La ville accueillera son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan triomphalement. Sa Majesté Hassan II se montrera un digne successeur. Une préoccupation majeure pour le souverain, l'achèvement de l'intégrité territoriale du pays. En 1969, Sa Majesté le Roi rencontre le général Franco à Madrid. Au centre de leur conversation, le Sahara. Les contacts se sont poursuivis en ce sens à tous les niveaux, contacts basés sur l'amitié et le bon voisinage. La même année, Ifni est restitué. Ifni, fief des Aït Ba'amran, a réservé à Sa Majesté Hassan II un accueil des plus enthousiastes. C'est un pas en avant vers la libération du Sahara. Parmi les grandes victoires diplomatiques remportées par le Maroc, celle du jugement de la Cour internationale de La Haye. L'instance suprême reconnaît les bons droits du Maroc. Cette victoire, le souverain l'a annoncée à son peuple. C'est dans ce même discours d'octobre 1975 que Sa Majesté Hassan II a annoncé l'organisation de la grande épopée du siècle, la Marche verte. Sa Majesté le Roi a annoncé que cette marche pacifique sera organisée du nord vers le sud et que 350 000 Marocains y participeront. Nous ne saurions recourir à la Cour internationale de justice pour aboutir à la guerre, avait indiqué Sa Majesté le Roi. Le souverain a souligné que puisque des liens d'allégeance nous unissent à nos sujets au Sahara, nous allons donc les rejoindre en organisant une marche populaire. الآن أصبح من المحتم من المتعين من الواجب الديني والعلماء ديالنا هنا موجودين يفتيو الواجب الديني نتاعي كملك البلاد وكخادم هذه الأمة وكأمير المؤمنين أنني كما أن البيعة ديالهم ليا باقي في عنقهم أنني نقوم بواجبي ونلتحق بالشعب ديالي في الصحراء. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. أنت يا عالم شايف من أجل هذا الصحراء تلزم يوما من ألف شركة كثيرة خضراء. أنت يا عالم شايف من أجل هذا الصحراء تلزم يوما من ألف. Le peuple marocain a répondu massivement à l'appel de son souverain. Des manifestations populaires ont marqué la mobilisation de la nation derrière son guide suprême. Le départ de chaque convoi vers les camps de rassemblement de tous les volontaires s'est déroulé dans une ambiance de liesse indescriptible. Le peuple entier a tenu à saluer les 350 000 ambassadeurs de la paix.
et la discipline ont caractérisé le départ de chaque convoi. Sa Majesté Hassan II s'est adressé également à nos frères sahraouis. Il est de notre devoir, a dit le souverain, d'unir, de réconcilier et de tendre la main à tous. En notre nom personnel et au nom de vos frères qui participent à la marche verte, nous vous promettons à vous tous d'oublier, de pardonner les erreurs du passé et de tourner la page sur des faits dont certains ne sont pas entièrement responsables, mais qui relèvent de visées sordides. Haj Khatri, le président de la Jama'a Sahraoui, et deux de ses compagnons, comme lui, membres des Cortés, arrivent à Marrakech pour renouveler l'allégeance à Sa Majesté Hassan II et déclarer au monde entier leur marocanité ainsi que celle des tribus qu'ils représentent. Le 6 novembre 1975, sur ordre de Sa Majesté, la marche verte prend le départ. 350 000 personnes, hommes et femmes, fouleront le sol du Sahara avec comme seules armes la foi en Dieu et son livre sacré. Des pays frères et amis ont dépêché des représentants auprès des 350 000 volontaires. La ligne de démarcation est franchie. Les objectifs et les résultats escomptés sont atteints. La marche de la paix a porté ses fruits. Cette autre grande victoire, Sa Majesté le Roi l'a annoncée à la nation. نعم شعبي العزيز، صحراؤنا ردت إلينا دون إراقة دم، والحالة هذه شعبي العزيز أننا حينما أعلنا المسيرة وحينما قبلت أن تسير Notre Sahara nous a été restitué sans effusion de sang et pourtant chacun de nous était disposé à consentir les plus grands sacrifices. La période que nous venons de vivre a démontré au monde entier qu'il existe des États qui font encore preuve de sagesse et de pondération. C'est le cas du Maroc et de l'Espagne. Car notre pays ne s'est pas livré à des actes hostiles comme l'armée espagnole n'a perpétré aucun acte de provocation. La marche verte n'a pas fait seulement qu'enregistrer pour nous de nouvelles pages de gloire et d'honneur, mais elle sera parmi les facteurs qui assureront la pérennité du Maroc, de son nom, de son prestige et de son renom.